peut y aller. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre présence ce matin à notre flash hebdomadaire qui a lieu cette semaine, exceptionnellement ce mardi au lieu du vendredi. Comme d'habitude, quelques règles logistiques. Coupez bien vos micros. Les questions que vous souhaitez poser, vous pouvez le faire à droite de votre écran dans le chat. Si vous souhaitez recevoir le support présenté ce matin, vous pouvez vous inscrire à l'adresse qui va vous être indiquée également en commentaire. Et puis, donc, ce matin, nous allons vous présenter quelques points sur la reprise d'activité acte 3, les enjeux RH et enjeux financiers. Nous sommes 3 intervenants. Donc, je suis Liliane Coutentin, expert comptable et directrice opérationnelle RH Paye chez Baker Tilly Strego. Je suis accompagnée de Marcel Edouard, où je vais te laisser Bonjour à te tous. présenter. Marcel-Édouard Bretéché, je suis avocat cabinet Horatio depuis 8 ans à Nantes en droit social. Voilà pour ma part. Et Fabien, je te laisse te présenter. Donc oui, bonjour à tous, je suis Fabien Vaudour, expert comptable au bureau d'Amboise en Touraine chez Baker Tilly Strego. Alors donc, sans tarder, nous allons vous présenter le sommaire. Donc le sommaire, quelques introductions, voilà, où nous allons vous rappeler le contexte et le panorama depuis le 14 mars 2020 et puis le plan de déconfinement progressif, 4 dates clés. Et puis, nous poursuivrons par des points essentiels sur les enjeux RH par rapport à ce plan de reprise acte 3. Et nous terminerons par des enjeux financiers également qui sont, à notre sens, importants pour réussir cette reprise d'activité. Alors, concernant le contexte, juste un bref rappel, en fait, nous sommes partis d'une crise sanitaire inédite, Covid-19, une rupture brutale de l'économie le 14 mars 2020 et bientôt 15 mois où nous avons subi de l'activité partielle, des arrêts de travail, du télétravail, des activités réduites ou intensives, et puis surtout une législation et un environnement plutôt volatile, incertain, complexe et ambigu, donc un environnement plutôt VICA. Des problématiques à résoudre pendant la crise, mais aussi pendant la crise. Et donc, encore ce matin, eh bien, c'est de rechercher des résolutions pour faciliter une reprise d'activité durable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le 14 mars 2020 et le 3 mai 2021? Comme je vous disais à l'instant, une période plutôt VICA. Au cours des 15 mois, on peut dire que chacun a appris à vivre avec l'insécurité, mais aussi on peut se dire que apprendre à vivre avec l'incertitude deviendrait peut-être la seule sécurité. Je me permets de citer une citation de John Allen Paulos qui dit que l'incertitude est la seule certitude. Tu es philosophe, Liliane. Ah ouais, c'est pas un sujet de philosophie, mais c'est vrai qu'au mois de juin, il y a les bacs, on ne sait pas. Voilà. Alors, que dire de ça? En fait, eh bien, on a donc sur le 2e trimestre et le 3e trimestre 2020, l'acte 1, premier confinement, première reprise d'activité. Et là, bien sûr, de l'incertitude, parce que faire quand on a été confiné et que faire quand on a eu la première reprise? Ensuite, nous avons eu une 2e période sur plutôt de septembre jusqu'en décembre, en fait, entre un confinement avec des nouveautés, un couvre-feu, pardon, et puis une reprise d'activité en décembre, et toujours avec les mêmes raisons, c'est-à-dire confiné pour combien de temps, couvre-feu pourquoi et combien de temps, et puis la reprise d'activité, est-ce que c'est encore durable ou va-t-on avoir à nouveau un confinement? Est arrivé le confinement, couvre-feu, sur le premier trimestre 2021, qui est donc l'acte 3. Et puis, depuis le 3 mai, on nous annonce un plan de reprise, mais toujours avec les mêmes questions. Et donc, en fait, on se dit finalement, 15 mois illustrent que nous sommes dans du changement permanent, mais aussi de l'incertitude. Et donc, changement permanent et incertitude, si ça devient la norme, eh bien, pourquoi ne pas saisir des opportunités?
Alors, deux questions au cours de ce flash. C'est comment se présente le plan de déconfinement pour sortir de cette incertitude et de vivre avec ça? Et quelles sont les priorités pour faciliter la reprise d'activité durable? Mmh. Vous Une pouvez précision. retrouver, pardon? Juste une précision, parce que je serais juste un peu plus tempéré. Effectivement, on vit dans l'incertitude. Maintenant, je crois que l'être humain, il aime pas justement, l'incertitude, et on arrive à une étape où, il va être nécessaire de construire, pour retrouver de la sérénité. Et là, il faut qu'on arrive à prendre le temps, à prendre du recul pour construire utilement. Et ces attaques-là sont nécessaires là pour avoir, justement ce caractère durable que tu soulignais juste avant. Merci Marcel. Et donc, c'est bien ça qu'on va essayer de vous décrypter ce matin, puisque, il faut rester quand même sur une image positive. C'est ça. Alors, le plan de déconfinement, moi, j'ai retenu 4 dates: du 3 mai, le 19 mai, le 9 juin et le 30 juin. Marcel-Édouard, est-ce que tu peux nous évoquer quelques mots concernant ce calendrier? 4 dates, je crois que les dates, on les a bien en tête, notamment, celle du 19 mai. On l'a en tête, et il me semble qu'au sein de la population, quand on parle du 19 mai, on voit tout de suite, un gros changement. Le changement, non, il va être progressif. On a une progressivité sur le plan de déconfinement. Le 3 mai, j'en parle pas, c'est la période actuelle. Le 19 mai, on a le télétravail déjà qui est maintenu. Donc on a un statu quo à ce niveau-là. Par contre, on va avoir une réouverture, de certains commerces. Alors, réouverture, elle n'est pas complète, hein. On est sur de la progressivité. On a une jauge, qui est limitée au départ, une double jauge si je puis dire. Une jauge, sur le nombre de personnes au sein des commerces, et une jauge sur les mètres carrés qui vont être ouverts. On parle de 8 mètres carrés à partir du 19 mai. On aura par la suite, à partir du 9 juin, 4 mètres carrés par client. Donc on voit une progressivité. Et puis une réouverture des lieux de culture avec, ici encore, une jauge, 800, 1000 si on est à l'intérieur, en extérieur. Réouverture des terrasses, mais toujours avec, cette jauge de 6 personnes. Arrive, le 9 juin, c'est presque demain, hein, c'est dans 3 semaines. C'est sous condition bien évidemment que la situation sanitaire elle évolue pas, qu'elle ne se dégrade pas. Mais ce qui est prévu, aujourd'hui, c'est, d'ouvrir, davantage les commerces, d'avoir une réouverture des restaurants, et cafés, accueil du public dans les lieux de culture avec, une hausse de la jauge, heu, avec l'introduction d'un pass sanitaire, sur les lieux, où il y aurait plus de 5 000 personnes. On a aussi l'accueil des touristes, étrangers, et puis, la date du 30 juin, alors là encore plus, ça va dépendre du respect des règles sanitaires, des gestes barrières, et cetera, à compter de maintenant jusqu'au 30 juin. Mais a priori, on aurait la fin des jauges, mais toujours, bien évidemment, le respect des gestes sanitaires, qui reste essentiel. On le verra par la suite, avec les enjeux RH, qu'on va pouvoir présenter. Merci, Marcel. Donc, en effet, dans les enjeux RH, eh bien, nous allons vous présenter, le plan. Déjà, on remarque par ce calendrier un plan de reprise progressif. Une certitude dans ce plan de déconfinement, c'est que ça nous donne l'espoir d'une reprise normale du travail et une reprise également d'activité pour accueillir, bien sûr, nos clients. Ce plan affirme bien sûr une certaine prudence, comme Marcel-Édouard vous l'a expliqué, implique ou renforce également certaines normes que nous allons développer. Et puis, bien sûr, nous terminerons par les enjeux financiers. Alors, Marcel-Édouard, est-ce que tu peux nous parler de justement de certaines normes qui Mmh. y existaient déjà, mais finalement, elles sont de plus en plus courantes en fait? C'est ça. Alors, reprise normale du travail. On va peut-être pas vers une reprise normale, en tout cas pas comme on l'a connue, mais tu as raison, la plupart des règles, elles étaient déjà là.
auparavant, avant la crise sanitaire. On va les retrouver après, mais il y aura un paramètre qui aura tout bousculé, c'est justement la crise sanitaire, le Covid. Et les règles, elles ont beau être les mêmes, elles vont être renforcées, notamment sur le prisme santé-sécurité, sur l'organisation du travail et sur l'aménagement du temps de travail. Sur l'aspect santé, sécurité, ce qui va importer demain, c'est la prévention, anticiper. Il faut vraiment que les entreprises anticipent le plus possible le retour à cette normalité, ou en tout cas le retour à l'activité, que ce soit pour entraîner les salariés et à avoir un comportement positif, une attitude positive, mais aussi en cas de contentieux. Il y a un risque contentieux, il y aura un risque contentieux demain, et il faut du coup anticiper un certain nombre de situations pour se prémunir. Donc on a les 2 aspects. On est sur une situation qui est nécessairement dégradée avec la crise sanitaire, donc ça implique, c'est la première ligne, ça implique la mise à jour de son DERP. C'est une nécessité, et une fois qu'on a mis à jour le DERP, on va, du coup se poser un certain nombre de questions qu'on pourra valoriser. On pourra valoriser, et ça va entraîner peut-être, un renforcement des règles du droit à la déconnexion, peut-être un renforcement des règles du télétravail, peut-être qu'on va se poser aussi la question sur la modulation. Les 3 lignes qui vous sont présentées, elles sont intimement liées. Il faut avancer, sur ces 3 aspects. Le télétravail, alors je crois que ça sera l'objet d'un flash, particulier dans 3 semaines. Mais, ici encore, c'est important d'avoir une réflexion en amont. On a, le passage d'une situation où c'est imposé, à une situation durable où ça va être souhaité. Ça va être certainement souhaité par les salariés, peut-être aussi par la direction. Donc il faut réfléchir, est-ce qu'on le met en place et comment on le met en place? C'est-à-dire envisager l'équité, hein. À travers l'équité, on a la notion de rotation, des équipes. On a aussi la condition d'accès au télétravail, ça recoupe l'équité, mais aussi le cadrage des fiches de poste. Qui dit home office, dit peut-être moins de possibilités de contrôler le salarié, et donc ça passe par être au clair sur ce que l'on donne aux salariés, par la fiche de poste, et le contrôle bien évidemment de la charge de travail. Ça recoupe aussi donc le droit à la déconnexion. Et puis dernier aspect, l'énorme aménagement du temps de travail. Il y aura très certainement un besoin de souplesse. Aujourd'hui, on a un panel de mécanismes qui est assez large. On peut absorber un grand nombre de situations. Encore faut-il, une nouvelle fois, anticiper. On anticipe en questionnant, par exemple, son gestionnaire paye, son comptable, son avocat. On a une relation, voilà, à 2, à 3, à 4. Et puis on vient, y apporter toutes les contraintes, métiers, toutes les contraintes, qui vont nous permettre, à terme, d'avoir un schéma parfaitement efficace, parfaitement efficient, pour notre entreprise. Donc voilà, ces aspects-là, ils sont structurants. Il faut que demain, on arrive à en faire une force, pour notre économie. Voilà en quelques mots, ce que pourra être le plan de reprise. Merci Marcel-Édouard. Donc le DURP, ça sera notre flash du 21 mai. Et le télétravail, nous avions déjà établi un flash il y a 3 Il y a 3 semaines. semaines. Et nous vous invitons bien sûr à le revoir si vous n'avez pas participé. Alors, après le plan de reprise progressif, nous l'avions déjà évoqué en juin 2020 lors de la reprise acte 1. C'est le plan de continuité d'activité, le PCA, comme une clé de réussite de l'activité. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on veut continuer toujours dans une démarche durable, eh bien, il va falloir
changer peut-être certaines pratiques. Donc, à droite de l'écran, eh bien, on vous conseille d'établir un plan de communication concerté et maîtrisé, d'utiliser l'expérience des collaborateurs et des clients pour la même occasion, puisqu'en fait, de cette crise sanitaire, ce qu'il faut retenir, c'est que pour avancer, nous ne pouvons pas le faire seul. On peut aller plus loin, mais tous ensemble. Donc, il faut, pour accélérer la reprise et dans une démarche durable, eh bien, il ne faut pas hésiter à utiliser l'expérience des collaborateurs, mais également des clients. Associer les salariés à la reprise, démontrer surtout que le poste est essentiel parce qu'en fait, depuis ces 15 mois, on a vu certaines activités non essentielles. Donc, mettez-vous à la place du salarié. Je vais au travail, mais mon activité n'est pas essentielle. Donc, il va falloir démontrer aussi dans les semaines à venir que leur poste est essentiel. C'est Mmh. d'étudier le plan de formation des salariés, managers et managers, parce qu'on va se rendre compte aussi qu'il n'y a pas que les salariés qui ont besoin d'être accompagnés, mais les managers ont besoin d'être accompagnés pour mieux manager leurs salariés demain. Et pour ça, bah, c'est prévoir les entretiens professionnels, dont d'ailleurs l'échéance des entretiens pro et du bilan des 6 ans est au 30 juin, mais c'est vraiment nécessaire de l'intégrer dans ce plan et de profiter de cette reprise pour rencontrer les salariés, échanger avec eux et les rassurer. Faciliter les réorientations professionnelles si besoin, parce que de ces 15 mois, il ressort que forcément, nous n'allons pas travailler de la même manière demain qu'hier. Donc, il faut envisager des réorientations professionnelles. Et pour la même occasion, eh bien, c'est de prévoir un plan tutoral parce que nos salariés, nos managers, eh bien, il va falloir certainement prévoir un plan d'accompagnement. Alors tout ça, pourquoi faire, vous allez me dire? Eh bien, c'est de créer un climat de confiance, c'est susciter l'adhésion, puisque 15 mois d'activité un petit peu atypique, eh bien, c'est donner envie aux salariés de reprendre éventuellement eh bien, le chemin du travail. C'est donner du sens au travail et développer l'engagement. C'est accompagner la reprise au travail, c'est prévoir un temps d'adaptation parce que évidemment, après ces mois, plutôt atypiques, eh bien, il faut, prévoir, un temps d'adaptation, de formation, de suivi. La motivation et remotiver les collaborateurs, mobiliser, remobiliser le collectif par des événements fédérateurs, eh bien, ça sera une façon de donner du sens à tout ça et surtout de valoriser le poste de travail comme essentiel et garantir également, bien sûr, comment dire, c'est un engagement pour vos clients, puisqu'on Mmh. pense, on parle beaucoup de salariés, mais il faut penser à vos clients. Tout ce que tu dis là est essentiel, Liliane. Vraiment, c'est Merci on Marcel-Édouard. non, mais on le voit au quotidien avec nos clients, et c'est oui, c'est très vrai. Et donc, également, alors nous l'avions déjà abordé, hein, ce point en juin 2020, donc n'hésitez pas à revenir sur notre site internet, le parcourir, mais il était plus long, mais n'empêche que ces points-là étaient déjà évoqués en juin 2020. Également, eh bien, il faut savoir se démarquer parce qu'en fait, aujourd'hui, face à une reprise progressive dont on ne connaît pas toujours, les dates, eh bien, nous risquons d'avoir un problème de ressources. C'est bien beau de monter le plan d'activité, mais est-ce que nous n'aurons pas un problème de ressources, c'est-à-dire d'emploi, de recrutement? Et donc, eh bien, il va falloir se démarquer également. Vous allez devoir vous démarquer, réussir votre plan d'activité, c'est savoir se démarquer par rapport à la concurrence. Et pour ça, eh bien, un point, une recommandation, c'est se démarquer par la qualité de vie au travail. Parce qu'en fait, on peut avoir une qualité de vie de travail par le travail, mais aussi au travail, par la communication, par la santé au travail, par l'organisation du temps de travail. Ça va être une force pour engager, pour avoir des salariés engagés et pour booster la motivation de vos salariés. Tout ça pour arriver à un résultat, c'est une reprise d'activité accélérée, durable, autour d'un projet fédérateur, un ressenti plutôt positif au travail, hein, un sentiment d'appartenance
une prévention des risques associés au contenu du travail et faire de votre salarié un consommateur. L'humain est au centre. Hein, c'est vraiment important pour l'avenir. Et bien sûr, ça va être une excellente transition pour les enjeux financiers, puisque nous avons parlé beaucoup de RH pour le plan d'activité de reprise, pour pouvoir accueillir vos clients, mais il y a aussi les enjeux financiers dans tout ça. Alors, les enjeux financiers, ils sont au nombre de 3, 4. Le premier, bien sûr, dans la continuité de ce qui a été dit précédemment, eh bien, c'est un plan d'engagement au travail. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas faire ça dans les 48 heures, hein. Si on vous dit de reprendre le 19 mai, ça se prépare, comme dit Marcel Édouard. Eh bien, dans un premier temps, immédiatement, ce qu'on peut vous recommander ce matin, c'est vraiment une communication. Préparer une communication, c'est jouer la transparence comme un socle de travail. Plus d'informations sur la stratégie de l'entreprise, sur les objectifs, sur les impacts éventuels RSE. Et puis vraiment montrer à vos salariés, à vos équipes, que vous allez rentrer plutôt dans un mode participatif et transversal. Le deuxième point qui est important, on parle souvent du parcours d'intégration d'un nouveau salarié. On a prouvé, on a des preuves comme quoi lorsque on accueille un nouveau salarié avec un vrai parcours qui est défini à l'avance, eh bien, on a des retours positifs, des périodes d'essai qui se traduisent comme dans une relation durable. Et eh bien là, on va vous conseiller ce matin d'établir également un parcours d'intégration de la reprise. Parce qu'en fait, vos salariés qui étaient en télétravail, qui étaient peut-être en chômage partiel, qui n'exercent pas depuis des mois, eh bien, il faut prévoir un accueil, un programme de formation d'accueil, un événement fédérateur pour mieux appréhender la culture de l'entreprise après le confinement. À court terme, c'est-à-dire une fois que vous allez avoir commencé votre reprise, que vous allez certainement rentrer dans une situation peut-être comparable au début de saison estivale, hein, de juillet, à savoir, hein, selon vos activités, eh bien, il va falloir penser à court terme dans ce plan d'engagement les conditions de travail. Ça a été abordé déjà tout à l'heure par Marcel Édouard, le télétravail, une organisation inspirante. Il va falloir également, en quatrième point, reconnaître et fidéliser vos équipes, tendre vers une culture managériale. Nouvelle, peut-être qu'elle n'existait pas ou elle est à créer. Pensez autrement. Pensez à votre management avant et après. Mais en tout cas, les managers ont besoin d'être accompagnés. La mobilité interne. Il va falloir redonner des perspectives de carrière, parce qu'il y a des postes certainement qui aujourd'hui ont été bousculés par cette crise sanitaire, et donc il faut donner des perspectives de carrière aux salariés. Et également miser sur le potentiel des salariés, parce qu'à partir de l'expression de leurs besoins, de leurs craintes, eh bien, il est possible d'établir un programme adapté et utile qui va favoriser l'employabilité. Sans ça, sans faire ce parcours en fait d'engagement au travail, eh bien, il y aura forcément un enjeu financier lourd, puisque problème d'emploi, d'entrée, de sortie, de turnover, voilà, un certain nombre de choses. L'enjeu financier numéro 2, je vais laisser la parole à Marcel Édouard, c'est que pendant cette période, nous risquons de recourir souvent à un CDD. Effectivement, alors le CDD, c'est l'exception. Le principe, ça reste le CDI, à l'image du temps plein et du temps partiel. Dans certains cas de figure, il n'y a pas à hésiter. Cas de remplacement d'un salarié absent, cas d'emploi saisonnier, voilà, on doit recourir au CDD. Sur l'accroissement temporaire d'activité, effectivement, la question se pose davantage. Et je crois qu'il ne faut pas nécessairement avoir peur du CDI. Parce qu'on le verra, il y a des contraintes sur le CDD, et voilà, il faut bien réfléchir. Et puis, au-delà de ces contraintes, ou parmi ces contraintes, il y a aussi le risque de requalification du CDD en CDI. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours veiller donc, au respect des bonnes pratiques,
Est-ce qu'on est sur une augmentation limitée dans le temps, par une commande exceptionnelle par exemple? Est-ce que, on est dans un contexte, de surcharge provisoire du travail? Ces éléments-là, c'est des éléments qu'on sera amené à sur lesquels on sera amené à s'interroger dans le cadre de la reprise. Est-ce qu'on est bien sur, quelque chose de provisoire ou est-ce que le provisoire, s'installe dans la durée et que finalement on est sur quelque chose de beaucoup plus pérenne? Auquel cas on n'a pas à recourir au CDD. On est sur un CDI. Donc il faut vraiment prêter attention, d'autant on a un coût qui n'est pas neutre, mais ça on le verra par la suite. Hem, on a des solutions alternatives, on a bien évidemment le CDI, mais pas que. C'est-à-dire que par, la mise en place d'autres mécanismes, on doit, pouvoir éviter de recourir trop souvent au CDD. On a, l'annualisation ou en tout cas, un cycle plus long, que la semaine, que le mois. Heu, c'est c'est un mécanisme intéressant, mais il faut, pouvoir anticiper ces situations-là. C'est-à-dire qu'il faut avoir un recul sur son activité, pour pouvoir s'inscrire sur l'annualisation. Heu, de la même manière, on peut planifier les absences prévisibles, connues. Je crois même qu'il faut le faire, il faut le faire au maximum. Alors on n'a pas tous les paramètres, mais tant qu'on peut le faire, il faut évidemment anticiper ces situations-là. C'est important, et puis, bien faire attention, là je reviens sur l'annualisation, par exemple aux entrées-sorties des salariés et bien faire attention à la périodicité fixée. Est-ce qu'on va vraiment sur de l'annualisation? Est-ce que si on part sur l'annualisation, on va partir sur, un cycle, janvier, décembre? Ou est-ce que, en fonction de notre activité, on n'a pas, soit, un cycle, soit une périodicité, qui pourrait être différente? C'est pas neutre, parce que on peut se retrouver, dans une situation, très délicate, si on gère mal ces paramètres. Mais par contre, si on l'utilise à bon escient, ça peut être très efficace, ça peut nous apporter de la souplesse, éviter de recourir au CDD et puis, conserver les talents dans l'entreprise. Sur, sur l'optimisation, si l'optimisation du temps, de travail rimait avec une économie de charge et aide au soutien à la trésorerie de l'entreprise, qu'est-ce que ça donnerait? Je te redonne peut-être la main Liliane sur ces aspects? Oui, Marcel-Édouard, alors en effet, si on a recours au CDD, si on n'anticipe pas, eh bien forcément, tout CDD génère, des indemnités, hein, de fin de contrat, des formalités administratives, hein, qui sont de plus en plus, lourdes également, puisque chaque contrat, c'est des déclarations, visite médicale, c'est le contrat de travail par lui-même, c'est de l'adhésion à des contrats collectifs. C'est les formalités de rupture, c'est l'information santé au travail, hein, on l'a vu tout à l'heure, la santé, ça sera vraiment primordial dans notre plan, de reprise et puis quelques nouveautés puisque, nous allons, devoir déclarer les fins de contrat obligatoirement via la DSN au 1er janvier 2022 et surtout, c'est qu'à partir du 1er juillet 2021, à partir, en fonction du nombre de CDD et de la durée des CDD, eh bien, ça générera une hausse du taux de cotisation de Pôle emploi en 2022. À l'inverse, justement, en anticipant ces nouveaux modes de temps de travail, d'annualisation, en anticipant les besoins, eh bien, on peut avoir recours à une aide au soutien, notamment à l'embauche, à l'alternance, à des montées en compétences de salariés, voilà. Et puis, nous pouvons également combiner avec d'autres solutions. Certes, l'annualisation du temps de travail, l'augmentation des temps partiels, parce qu'il y a des salariés à temps partiel qui souhaitent travailler plus, mais surtout, on va pouvoir également, pendant cette période d'incertitude, pallier à de l'activité partielle de longue durée. Et donc, ça veut dire aussi une allocation d'activité partielle majorée. Parce que justement, on va s'apercevoir qu'aujourd'hui, l'activité partielle de cette période, c'est toujours le droit commun.
Et comme il y a des reports, eh bien, on ne voit pas trop encore les incidences de la «fin» entre guillemets de ce dispositif, puisque aujourd'hui, d'une manière générale, quels que soient les secteurs, nous sommes plutôt sur une indemnité, où le reste à charge du côté salarié ou employeur est raisonnable. Cependant, nous voyons bien qu'il y a des prévisions et que, d'ici, le 1er juillet, à partir du 1er juillet et progressivement jusqu'au 30 septembre, eh bien, l'allocation que percevra un employeur, dans le cadre du dispositif de droit commun, sera de 36 et non plus de 70 ou 60, comme nous avons actuellement. Ce qui veut dire que le reste à charge sera plus important pour l'employeur et également l'indemnité qui sera servie aux salariés va continuer à diminuer. Donc, nous tenions, pour terminer sur les enjeux financiers RH, eh bien, terminer avec l'activité partielle de longue durée. Donc, je te laisse la parole, Marc-Édouard. L'activité partielle longue durée, donc, ça permet aux entreprises qui s'engagent à maintenir l'emploi et à favoriser la formation, hein, c'est bien une condition nécessaire, de réduire l'horaire de travail, de tout ou partie des salariés. C'est un mécanisme qui peut être très intéressant, mais une fois encore, ça nécessite, d'avoir une connaissance fine de son activité future. Donc c'est assez paradoxal parce que ça apporte de la souplesse, mais il faut avoir, un certain nombre d'informations en amont. C'est un peu comme le mécanisme finalement d'annualisation, à ce niveau-là. Donc là, il faut vraiment, réunir, différentes personnes, à mon sens. Il faut avoir une parfaite connaissance de l'entreprise. Donc la direction de l'entreprise, bien évidemment, a son rôle, est central, mais il faut, associer, le comptable. Fabien, tu pourras certainement, en dire 2 mots tout à l'heure. L'avocat pour la mise en œuvre du mécanisme, très certainement aussi, le gestionnaire paye ou en tout cas, ça peut aussi être fait en interne, mais en tout cas, il faut que toutes ces compétences-là soient réunies pour aller sur, de l'activité partielle. Et après, juridiquement, c'est pas un sujet, on pourra, le mettre en place, mais il faut avoir cette connaissance, de l'activité et des contraintes et de ces contraintes pour mettre en place l'activité partielle et aussi être dans un cas de figure, si on revient un peu plus haut, sur le tableau qu'on a vu, être dans un cas de figure où les indemnités sont très nettement dégradées. Là, on le voit avec les prévisions, de juillet. Tant qu'on n'est pas rendu à ce niveau-là, je vois pas forcément bien l'utilité, sauf cas de figure particulier. OK, merci, Marcel-Édouard et Liliane. Donc pour les aspects RH, des enjeux de la reprise et des enjeux financiers, hein, de cette reprise, le temps qui nous est imparti est déjà écoulé, donc je vais faire assez vite moi sur les aspects, financiers, hors RH. Donc, juste des rappels, hein, le PGE est toujours disponible, jusqu'au 30 juin, hein. Pour rappel, le PGE, c'est un prêt garanti par l'État, à hauteur de 90 et les 10 restants ne sont pas garantis, et et donc garantis par la banque. Son montant est de max 25 du chiffre d'affaires ou 2 années de masse salariale pour, celles qui ont créé en 2019 ou pour les entreprises innovantes. Heu, les modalités, eh bien, on les connaît puisqu'on les a déjà pas mal pratiquées, mais pour ceux qui n'ont pas encore fait de PGE, donc je rappelle, il est toujours, valable jusqu'au 30 juin et donc on a un différé, de 12 mois, d'1 an et à l'issue, un choix pour l'emprunteur de rembourser ce crédit soit immédiatement ou l'amortir sur une durée de 1 à 5 ans, avec un nouveau différé possible de 12 mois. Les taux, ils varient en fonction de la durée, hein, donc 1 à 2,5 et auquel il faut rajouter finalement le coût de la garantie de BPI. La procédure de demande, bon, bah, je vais la passer assez rapidement, hein, mais sur le principe, il faut faire une demande à sa banque, qui va vous faire un préaccord et ensuite qui va vous solliciter pour aller chercher une attestation sur la plateforme de BPI, très facile à mettre en œuvre et une fois que vous avez cette attestation, bien la banque finalement vous verse les fonds, heu, comme un prêt classique.
Mais il n'y a pas que le PGE, et notamment en cas de refus de PGE, vous avez la possibilité d'aller chercher plusieurs autres dispositifs de financement que vont être les prêts bonifiés, par exemple, donc pour les TPE et PME ayant un effectif jusqu'à 250 personnes, hors micro-entreprise. Donc il ne faut pas avoir obtenu le PGE. Le montant, il peut aller jusqu'à 800 000 euros dans la limite de 25% du chiffre d'affaires, donc à peu près les mêmes conditions que le PGE, mais à l'extrême plus intéressant parce que la durée va être de 6 ans avec un différé d'1 an. Alors pour l'obtenir, il faut faire appel au CODEFI. Donc le CODEFI, c'est le comité départemental des examens du financement des entreprises. Vous le retrouvez sur le site des impôts pour les coordonnées. Les avances remboursables, à peu près la même idée. Donc, il ne faut pas avoir obtenu le PGE. Pour les TPE et les PME, il y a un effectif jusqu'à 250 personnes. Les montants sont les mêmes, mais là, ça peut aller jusqu'à 10 ans avec un différé de 3 ans. Donc, vous voyez, encore plus intéressant. Bien sûr, pour ce type de prêt, il ne faut pas être en redressement ou avoir déjà un pied dans la tombe. Ce ne sera pas possible. Les autres dispositifs de financement, donc assez rapidement, donc on retrouve des prêts exceptionnels petites entreprises. Donc là, j'irais de 20 à 50 000 euros pour des entreprises d'un effectif de moins de 50 salariés. Et donc là, ça peut aller de 7 ans avec un différé de 1 an et le taux est de 3,5%. L'affacturage, je ne suis pas un grand fan d'affacturage, mais c'est une possibilité d'aller chercher des fonds quand on en a la possibilité. Il y a également le prêt garanti par l'État, mais saison. Pour les entreprises de tourisme, hôtellerie, restauration, du sport, loisirs et de la culture, ça peut aller finalement jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires, comme le PGE, mais les 3 mois les plus importants, si votre chiffre d'affaires est fait sur 3 mois, eh bien finalement, vous pouvez aller presque jusqu'à 80% de votre chiffre d'affaires en PGE. Donc ça peut être une solution aussi pour obtenir des fonds, même s'il faudra bien entendu les rembourser. Dispositif coût fixe, alors dispositif assez limité pour les entreprises qui sont surtout situées dans les zones de montagne et pour les salles de sport, zoos, parcs à thème, dispositif qui peut aller jusqu'à 90% de prise en charge des coûts fixes, donc pour les petites entreprises. Aide à l'embauche des jeunes et des apprentis, on l'a évoqué, pour les jeunes de moins de 26 ans, donc une aide de 4 000 euros disponible jusqu'à une embauche jusqu'au 30 septembre. Et pour les apprentis, donc là jusqu'à la fin de l'année, la possibilité d'avoir une aide de 8 000 euros pour la première année d'apprentissage. Après, ça reste aussi des rappels, une aide exceptionnelle au stock saisonnier. C'est une aide qui va être versée automatiquement le 25 mai à hauteur de 80% du fonds de solidarité qui a été versé en novembre pour les commerçants du secteur de l'habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie. Et ensuite, bien entendu, toujours le fonds de solidarité. Donc, pour le mois d'avril, la demande peut d'ores et déjà être établie, mais ensuite, on peut se poser la question de l'avenir du fonds de solidarité compte tenu du calendrier de réouverture. Et à ce moment-là, on va a priori tendre vers une continuité de ce fonds de solidarité au moins jusqu'à fin juin, avec bien sûr des adaptations pour inciter les entreprises à rouvrir leur commerce, même s'il y aura toujours, en fonction des différentes jauges et fermetures en intérieur, des conditions spécifiques pour les hôtels, cafés, restaurants, les entreprises du secteur de la culture et de l'événementiel, comme pouvait l'évoquer Marcel tout à l'heure. Donc ça, il faudra bien entendu attendre les décrets d'application, mais ça devrait effectivement continuer au moins jusqu'au 30 juin pour le moment au niveau du fonds de solidarité. Et pour finir, donc, une fois que tout ça a été mis en place, eh bien, effectivement, il faut s'organiser, puisque finalement, on a évoqué beaucoup de prêts, mais il n'y a pas que ça. Donc, les prêts, il va falloir les rembourser. Donc, à mon sens, il faut prévoir tout ça, donc établir un prévisionnel et
le suivre au quotidien avec un suivi de trésorerie et des tableaux de bord spécifiques à vos activités, incluant donc les PGE, mais pas que, parce que finalement, beaucoup d'entreprises ont également étalé de la dette, que ce soit au niveau social ou fiscal. Donc, il y a des plans d'appurement qui sont en cours. Donc, il faut les inclure dans votre suivi de trésorerie et dans votre prévisionnel de trésorerie également, ainsi que dans vos tableaux de bord. Il faut inclure évidemment aussi les reports des échéances de prêt et de crédit bail si vous avez effectué ce type de report, les reports de loyer et bien entendu ce qu'on évoquait, les étalements des PGE et autres mesures. Voilà, donc effectivement, par rapport à ce que disaient Liliane et Marcel tout à l'heure, voilà, il faut inclure tous ces enjeux financiers dans vos perspectives d'avenir, même si on est tous heureux aujourd'hui d'avoir des perspectives d'avenir malgré tout, de réouverture et de pouvoir enfin ressortir et d'essayer de retrouver une vie normale. Donc, écoutez, merci à vous de votre attention et en nous excusant pour le petit dérapage, puisque finalement on a dépassé de 10 à 11 minutes. Donc, vous pourrez retrouver ce replay sur notre chaîne YouTube et ainsi que sur notre site. Et on vous retrouve très prochainement lors du prochain Flash Actu qui se déroulera le 21 mai à 9 h sur la DUERP. Voilà, je vous souhaite donc une bonne journée à tous. Vous avez en lien de la conversation donc un lien pour obtenir le diaporama et l'accès effectivement au replay. Je consulte en même temps voir la conversation, voir s'il y a des questions. J'ai l'impression. Eh bien, tant mieux, il n'y a pas de questions, donc on va pouvoir clôturer. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous et à très bientôt sur notre antenne. Merci, au revoir.